Rendez-vous à Bagdad de Agatha Christie. Partie 3. Chapitre 11. Quand Victoria se réveilla, le lendemain matin, le soleil brillait de tous ses feux. S'étant habillée de pied en cap, elle sortit sur le balcon. Assis dans un fauteuil à quelque distance et lui tournant le dos, un homme dont les cheveux gris bouclés cascadaient sur un cou boucané attira son attention. Lorsqu'il tourna la tête, Victoria eut la surprise de son existence, en reconnaissant Sir Rupert Crofton Lee. Pourquoi son étonnement était si grand ? Elle aurait été bien incapable de le dire. Peut-être parce que, pour elle, un personnage aussi important que Sir Rupert ne pouvait que séjourner à l'ambassade et non dans un hôtel. Il était pourtant là et contemplait le tigre avec un air d'infinie concentration. Elle remarqua même la paire de jumelles qui pendait à l'accoudoir de son fauteuil. Peut-être étudiait-il les mœurs des oiseaux ? Un fort séduisant jeune homme, que Victoria avait un temps trouvé appétissant, était au quai d'oiseaux, et elle l'avait accompagné lors de maints week-ends, pour s'y voir contrainte à la plus absolue immobilité parmi les herbes folles détrempées et au milieu de vents coulis, à vous glacer les moelles, pendant ce qui lui avait chaque fois paru des heures, et l'entendre finalement lui demander d'une voix entrecoupée par l'émotion d'observer à la jumelle un quelconque volatile aux couleurs ternes, perché sur une branche lointaine, et qui, pour autant qu'elle pouvait en juger, ne soutenait pas la comparaison, question beauté, avec un simple rouge-gorge, voire même un vulgaire pinson. Victoria se mit en devoir de gagner le rez-de-chaussée et rencontra Marcus Tio sur la terrasse qui reliait les deux corps de bâtiment de l'hôtel. « J'ai constaté que Sir Rupert Crofton était descendu chez vous, lui dit-elle. « Oh oui, répondit Marcus avec un grand sourire. C'est un homme charmant, tout à fait charmant. Vous le connaissez bien ? Non, c'est la première fois que je le vois. C'est Mr. Shrivenham de l'ambassade britannique qui nous l'a voir amené la nuit dernière. Mr. Shrivenham est un homme tout à fait charmant, lui aussi. Je le connais très bien. » Tout en se dirigeant vers la salle à manger pour prendre son petit déjeuner, Victoria se demanda s'il existait sur cette terre quelqu'un qui ne fût pas tout à fait charmant aux yeux de Marcus. Celui-ci semblait posséder un sens très développé de l'amour du prochain. Après le petit déjeuner, Victoria décida de partir à la recherche du rameau d'olivier. Londonienne pure souche, elle n'imaginait pas les difficultés qu'il y avait à trouver un endroit précis dans une ville comme Bagdad, jusqu'au moment où elle se lança dans sa quête. Croisant de nouveau Marcus au moment où elle quittait l'hôtel, elle lui demanda comment se rendre au musée. « C'est très beau musée, » répondit-il en souriant jusqu'aux oreilles. « Oui, plein de choses très anciennes et très intéressantes. Je n'y être jamais allé, mais j'avoir des amis, des archéologues, qui venir toujours chez moi quand ils sont à Bagdad. Mr. Baker, Mr. Richard Baker. Vous voyez qui c'est ? Et le professeur Kaltzmann. Et le professeur Pouncefoot Jones, et Mr. and Mrs. McIntyre, et ils descendent tous au Tio, c'est tous mes amis, et ils me racontaient ce qu'il y a dans le musée, très intéressant. Vous pouvez me dire où il se trouve et comment je peux m'y rendre ? Vous suivre Rashid Street, pendant bon moment. Vous passez Pont Faisal, vous passez Bank Street. Vous connaître Bank Street ? Je ne connais rien, dit Victoria. Vous tombez alors sur autre rue qui donne sur autre pont, et cette là sur votre droite. Vous demandez Monsieur Bethune Evans. C'est le conseiller britannique ici, un homme tout à fait charmant. Et sa femme être charmante aussi. Elle être dans ce pays pendant la guerre, comme sergent dans les transports. Oh, elle être très charmante. À vrai dire, ce n'est pas tellement au musée que je veux aller. Je cherche un endroit. C'est le siège d'une association, une sorte de club qui s'appelle le Rameau d'Olivier. Si vous vouloir des olives, s'empressa Marcus, je vous en donne de belles, de qualité extra. On les fait spécialement pour moi, pour l'hôtel Tio. Vous voir, il y en a voir sur votre table ce soir. C'est très gentil de votre part, dit Victoria en commençant à s'éloigner. À gauche,
cria Marcus derrière elle. Pas à droite. Mais c'est trop loin. Valoir mieux que vous prendre un taxi. Il saura où est le rameau d'olivier? Non, les chauffeurs à Bagdad jamais savoir où sont les choses. Vous leur dire à gauche, à droite, stop, tout droit. Vous leur indiquez la route. Dans ce cas, j'aime autant y aller à pied, dit Victoria. Elle atteignit Rashid Street et tourna à gauche. Bagdad ne ressemblait en rien à l'idée qu'elle s'en était faite. Une longue artère principale, envahie d'une foule compacte qui ne s'arrêtait de vociférer que pour cracher, parcourue d'automobiles qui s'ouvraient à un passage en klaxonnant à mort, bordée de magasins dont les vitrines regorgeaient de produits européens. Pas de belles orientales aux yeux chargés de mystère. La plupart des gens portaient des vêtements occidentaux en lambeaux, de vieilles vareuses de l'armée de terre ou de l'aviation. Les rares femmes voilées passaient presque inaperçues au milieu des passants aux oripeaux européens hétéroclites. Des mendiantes l'abordèrent en gémissant, des femmes portant des bébés crasseux dans leurs bras. Le trottoir, sous ses pas, était très inégal, percé parfois de précipices. Tandis qu'elle poursuivait son chemin, elle se sentit tout à coup dépaysée, perdue, loin de chez elle. Elle n'éprouvait plus rien ici de la fascination du voyage, seulement une certaine détresse. Elle parvint finalement au pont Faysal, le dépassa, continua à marcher. Elle était intriguée, malgré elle, par l'étrange amoncellement des marchandises dans les devantures des boutiques. Des chaussons de bébé et des lainages, du dentifrice et des produits de beauté, des lampes électriques, des tasses et des soucoupes de porcelaine. Tout était exposé pêle-mêle. Peu à peu, une espèce d'ivresse s'empara d'elle à la vue de ce mélange d'objets arrivés des quatre coins du monde pour combler les besoins bizarres et divers d'une population hétérogène. Elle trouva le musée, mais pas le rameau d'olivier. Pour quelqu'un qui ne se perdait jamais dans une ville comme Londres, il paraissait incroyable de n'avoir aucun moyen de demander son chemin à personne. Elle ne parlait pas un mot d'arabe. Les commerçants qui l'interpellaient en anglais et lui proposaient leurs marchandises avec insistance quand elle passait devant leur boutique, la regardaient sans comprendre dès qu'elle les interrogeait sur la direction du rameau d'olivier. Si seulement elle avait pu demander à un agent. Mais lorsqu'elle observa les policiers qui multipliaient moulinets de bras et coups de sifflet, elle comprit que ce n'était pas une solution. Elle entra dans une librairie qui proposait des livres anglais dans sa vitrine. Mais quand elle parla du rameau d'olivier, on lui répondit par des mimiques d'incompréhension et des hochements de tête polis. Ces gens-là non plus ne savaient rien. Elle continua droit devant elle et fut soudain agressée par un vacarme infernal, des coups de marteau et des chocs métalliques qui émanaient d'une longue ruelle sombre. Elle se souvint alors de ce que lui avait expliqué Mrs. Cardew Trench. Le rameau d'olivier se trouvait à côté du bazar au cuivre. Et, à l'évidence, ce qu'elle voyait là, c'était le bazar en question. Elle s'y enfonça et, pendant presque une heure, oublia jusqu'à l'existence du rameau d'olivier. L'endroit la fascina. Les lampes à souder, le métal en fusion, le travail des artisans, tout cela était une révélation pour la petite londonienne habituée aux produits finis, empilés dans les magasins de sa ville. Elle erra à travers les souks, sortit du bazar au cuivre, examina les couvertures de sel à rayures bigarrées et les dessus de lits de coton matelassés. Ici, les marchandises européennes donnaient l'impression d'être différentes. Dans la fraîche pénombre des passages voûtés, elles acquéraient l'exotisme d'objets arrivés d'outre-mer, de marchandises étranges et rares. Les balles de cotonnade bon marché, aux couleurs vives, étaient une fête pour les yeux. Parfois, au milieu des cris « Balek, Balek !» un âne ou un mulet passait en la bousculant, ou bien encore des hommes, coltinant de lourdes charges, qui brinque-ballaient sur leur dos. Des gamins, un plateau attaché autour de leur cou, se précipitaient sur elle. « Regarde, madame, élastique, bon élastique, élastique anglais, peigne anglais !» On lui offrait les marchandises, on les lui mettait sous le nez, on essayait à tout prix de lui faire acheter quelque chose. Elle poursuivait son chemin comme dans un rêve. Oui, c'était vraiment cela, voir le monde. À chaque tournant, dans cet univers de ruelles voûtées et fraîches, on tombait sur quelque chose de totalement inattendu. Une venelle toute peuplée de tailleurs à croupetons fort occupés à faufiler en cadence sur fond de photos de mode masculine européenne
et entre deux éventaires de montres et de bijoux de pacotille. Des balles de velours, de riches brocarts brodés d'or et d'argent, et puis soudain, on se retrouvait au milieu d'un entassement de vêtements européens hors d'usage, de pullovers rétrécis et pathétiques, avec leurs couleurs mangées par le soleil, de longs tricots de corps informes. De temps en temps, elle pouvait glisser un bref coup d'œil dans de vastes cours tranquilles. Elle atteignit bientôt un impressionnant déballage de tissus pour pantalons, au cœur duquel de fort dignes négociants, coiffés de turbans et assis jambes croisées, officiaient dans leurs minuscules échoppes carrées. « Balek !» Un âne lourdement chargé arriva derrière elle et l'obligea à se réfugier dans une ruelle plus étroite encore, à ciel ouvert celle-là, et qui serpentait entre de hautes maisons. Elle la suivit et, totalement par hasard, tomba sur l'endroit qu'elle cherchait. À travers un passage, elle découvrit en effet, au fond d'une petite cour carrée, une porte ouverte à côté de laquelle une grosse pancarte proclamait « Le rameau d'olivier » sous une improbable colombe de plâtre qui tenait une brindille indéfinissable dans son bec. Ravie, Victoria traversa la cour d'un bon pas et franchit le seuil. Elle se retrouva dans une pièce chichement éclairée où s'alignaient des tables couvertes de livres et de magazines. D'autres livres encore étaient rangés sur des étagères. Ça ressemblait un peu à une librairie, avec, en plus, de petits groupes de chaises çà et là. Sortant de l'obscurité, une jeune femme vint lui demander, dans un anglais laborieux, « Que puis-je faire pour vous, oui, s'il vous plaît ?» Victoria l'examina. Elle portait un pantalon de velours côtelé et une chemise de flanelle orange. Ses cheveux très noirs, un tantinet poisseux et qu'elle voulait gonfler, évoquaient le soufflet retombé. Jusque-là, elle n'aurait pas été déplacée à Bloomsbury. À ceci près que son visage faisait penser à tout, sauf à Bloomsbury. C'était la physionomie mélancolique d'une levantine, avec de grands yeux noirs tristes et un gros nez. Est-ce que le professeur Rathbone est là? C'était rageant de ne pas savoir le nom de famille d'Edward. Même Mrs. Cardew Trench l'avait surnommé Edward, machin chose. Oui, le professeur Rathbone, le rameau d'olivier. Vous joindre à nous, vous voulez? Oui, vraiment, ce serait très bien. Peut-être, mais je voudrais... Puis-je voir le professeur Rathbone, s'il vous plaît? La jeune femme eut un sourire las. Vous ne le dérangez jamais. J'ai formulaire. Je vous explique tout sur tout. Et puis, vous signez. C'est 2 dinars, s'il vous plaît. Je n'ai pas encore décidé d'adhérer, répondit Victoria, alarmée par la mention des 2 dinars. J'aimerais voir le professeur Rathbone. Ou son secrétaire. Son secrétaire m'irait très bien. J'explique tout. Nous sommes des amis ici, des amis tous ensemble, des amis pour le futur. Nous lisons de très beaux livres éducatifs et nous récitons des poèmes entre nous. Le secrétaire du professeur Rathbone, répéta Victoria d'une voix forte et en articulant bien. Il m'a recommandé de le demander personnellement. Le visage de la jeune levantine prit une expression butée. Pas aujourd'hui, dit-elle. J'explique. Et pourquoi ça? Pas aujourd'hui. Il n'est pas là? Et le professeur Rathbone non plus? Oui, le professeur Rathbone, il est là. Il est en haut, mais nous ne le dérangeons pas. Un soudain accès de xénophobie bien anglo-saxonne emporta Victoria. Hélas, loin de faire naître des sentiments d'amitié entre les peuples, le rameau d'olivier semblait, à tout le moins sur elle, produire un effet diamétralement opposé. « J'arrive d'Angleterre, reprit-elle, et ses intonations présentes valaient celles de Mrs. Cardew Trench. « J'arrive d'Angleterre, vous disais-je, et j'ai un message de la plus haute importance pour le professeur Rathbone. Je dois le lui remettre en main propre. Je vous saurai gré de me conduire à lui immédiatement. Je suis au regret de le déranger, mais il est impératif que je le voie. » Et tout de suite, ajouta-t-elle pour en finir avec la question. Face à une Anglaise impérieuse qui entend qu'on ne lui mette pas des bâtons dans les roues, les obstacles tombent presque toujours d'eux-mêmes. La jeune levantine précéda Victoria jusqu'au fond de la pièce, prit un escalier et s'engagea sur une galerie surplombant la cour. Elle s'arrêta devant une porte et frappa. « Entrez !» répondit une voix masculine.
Le guide de Victoria ouvrit la porte et, tout en faisant signe à la jeune femme d'avancer, elle annonça « Professeur Radbone, c'est une dame d'Angleterre pour vous. » Victoria pénétra dans la pièce. Derrière un grand bureau couvert de paperasses, le professeur Radbone se leva pour l'accueillir. C'était un homme imposant, d'une 60aine d'années, au grand front bombé et aux cheveux blancs. Bienveillance et urbanité semblaient ses qualités dominantes. Un metteur en scène de théâtre lui aurait confié sans hésitation le rôle du grand philanthrope. Il tendit la main à Victoria avec un sourire chaleureux. « Ainsi, vous arrivez d'Angleterre. C'est votre premier voyage au Moyen-Orient ? » ?»« Oui. » »« Je serais curieux de connaître vos impressions. Il faudra me les confier un jour. » »« Voyons, nous sommes-nous déjà rencontrés au pays ? Je suis très myope, et vous ne m'avez pas dit votre nom. »« Vous ne me connaissez pas, répondit Victoria, mais je suis une amie d'Edward. »« Une amie d'Edward ?» s'émut le professeur Radbone. « Ah, mais c'est merveilleux, dites-moi. Sait-il que vous êtes à Bagdad ? » ?»« Pas encore. »« Eh bien, quelle bonne surprise ce sera donc pour lui quand il reviendra. »« Quand il reviendra ?» répéta Victoria, la voix soudain cassée. « Oui, pour le moment, Edward est à Bassora. J'ai dû l'envoyer là-bas pour s'occuper d'un certain nombre de caisses de livres qui sont arrivées pour nous. Le passage en douane nous vaut des retards invraisemblables. Il est tout bonnement impossible de faire débloquer ces bouquins. Notre seule chance, c'est un contact personnel avec les fonctionnaires. Et Edward est doué pour ça. Il sait exactement à quel moment il faut faire du charme et à quel moment il faut menacer. Et il ne lâche jamais le morceau avant d'avoir emporté la décision. C'est un garçon qui en veut, comme dit l'autre. Bien belle qualité chez un jeune homme. Je pense beaucoup de bien d'Edward. Ses yeux pétillèrent de malice. Mais je crois, jeune personne, que je n'ai pas besoin de vous faire l'éloge d'Edward. Quand Edward rentrera-t-il de Bassora ? Demanda-t-elle d'une voix éteinte. Je serais bien incapable de vous le dire. Ce dont je suis sûre, c'est qu'il ne reviendra pas avant d'avoir mené à bien sa mission. Et dans ce pays, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Dites-moi dans quel hôtel vous êtes descendu, et je veillerai à ce qu'il prenne contact avec vous dès son retour. Je me demandais... Consciente de l'état critique de ses finances, Victoria prit son courage à deux mains. Je me demandais si je ne pourrais pas effectuer ici un travail quelconque. Voilà une proposition que j'apprécie à sa juste valeur, s'exclama le professeur Radbone avec chaleur. Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés, de toute l'aide possible, et particulièrement quand cette aide généreuse émane de jeunes Anglaises. Nous abattons une excellente besogne, vraiment excellente, mais il y a encore tant à faire. Heureusement, la jeunesse est enthousiaste. J'ai déjà 30 bénévoles avec moi, 30, et tous et toutes débordant d'ardeur et de zèle. Si vous êtes réellement dans de telles dispositions d'esprit, vous nous serez plus utiles que vous ne sauriez croire. Le mot « bénévole » avait désagréablement sonné aux oreilles de Victoria. À vrai dire, ce que je cherche, ce serait plutôt un emploi rémunéré. Seigneur, le visage du professeur Radbone s'allongea. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Notre personnel salarié est très réduit et, pour le moment, avec l'aide des bénévoles, il suffit à la tâche. Je ne peux pas m'offrir le luxe de travailler gratuitement, expliqua Victoria. Je suis une excellente sténodactylo, ajouta-t-elle, en rougissant légèrement. Je n'en doute pas, très chère mademoiselle. Votre compétence se lit sur votre visage, si je puis m'exprimer ainsi. Mais, pour nous aussi, c'est une question d'argent. J'espère néanmoins que, si vous obtenez un poste ailleurs, vous nous consacrerez quand même une part de vos loisirs. Nos bénévoles travaillent presque tous, eux aussi. Je suis sûre que nous aider vous permettra de mieux vous épanouir. Il faut en finir avec la sauvagerie du monde, avec les guerres, les malentendus, les soupçons. Nous avons besoin d'un terrain commun pour nous rapprocher. Le théâtre, l'art, la poésie, les grandes choses de l'esprit. Pas de place, là-dedans, pour les petites jalousies mesquines et moins encore pour la haine. Non, murmura sans conviction Victoria, qui se remémorait certains comédiens et artistes de ses amis, dont l'existence même semblait tout entière focalisée sur des jalousies d'une remarquable bassesse et sur des haines d'une virulence particulièrement dévastatrice.
J'ai fait traduire le songe d'une nuit d'été en 40 langues différentes, poursuivit le professeur Radbone. Et 40 groupes de jeunes gens et de jeunes filles réagissent au même chef-d'œuvre littéraire. Les adolescents, voilà le secret. Je ne peux rien faire pour d'autres que les jeunes. Une fois que l'esprit est figé, c'est trop tard. Ce sont les jeunes qui doivent se réunir. Prenez cette jeune fille en bas, cette Catherine qui vous a accompagné jusqu'ici. C'est une Syrienne de Damas. Vous avez sensiblement le même âge. Normalement, vous n'auriez jamais dû vous rencontrer. Vous n'avez rien en commun, mais au rameau d'olivier, vous et elle, et beaucoup, beaucoup d'autres, des Russes, des Juifs, des Irakiens, des Turcs, des Arméniens, des Égyptiens, des Iraniens. Vous faites connaissance, et vous vous appréciez, et vous aimez les mêmes livres, et vous parlez de peinture et de musique. D'excellents conférenciers nous rendent visite, et tous, vous vous découvrez des points de vue différents, et cela vous passionne. Voyons, voyons, voyons. C'est cela, l'avenir du genre humain. Victoria ne pouvait s'empêcher de penser que le professeur Radbone péchait par excès d'optimisme lorsqu'il présumait que tous ces gens qui se rencontraient devaient nécessairement s'aimer les uns les autres. Entre Catherine et elle, par exemple, le courant n'avait pas vraiment passé. Et elle était prête à parier que, plus elles se verraient, plus leur antipathie augmenterait. « Edward est merveilleux, » poursuivit le professeur Radbone. « Il s'entend avec tout le monde, et peut-être mieux encore avec les filles qu'avec les garçons. Les étudiants, ici, sont difficiles au début, soupçonneux, presque hostiles. Mais les filles ne jurent que par Edward, et se mettraient en 4 pour lui. Catherine et lui s'entendent comme larrons en foire. »« Vraiment ?» murmura Victoria, glaciale. Son aversion pour Catherine décupla. « Quoi qu'il en soit, » conclut le professeur Radbone en souriant, « venez nous aider à la première occasion. » C'était un congé. Il lui serra la main avec chaleur. Victoria sortit de son bureau et redescendit au rez-de-chaussée. Catherine discutait près de la porte avec une jeune femme qui venait juste d'arriver, une mallette à la main. C'était une jolie brune, et Victoria eut un instant l'impression de l'avoir déjà rencontrée. Mais lorsque celle-ci leva les yeux vers elle, elle ne sembla pas la reconnaître. Les deux femmes parlaient avec animation, dans une langue que Victoria ne connaissait pas. Mais elles se turent en l'apercevant et la dévisagèrent. En la dépassant, Victoria se força à articuler un « au revoir » poli à l'attention de Catherine. Elle réussit à reprendre la ruelle sinueuse dans le bon sens et à déboucher dans Rashid Street. Et, de là, elle regagna lentement son hôtel. Elle ne voyait plus la foule qui l'entourait. Elle s'efforçait d'oublier sa situation personnelle critique, sans argent à Bagdad, pour réfléchir au professeur Radbone et au rameau d'olivier. Edward avait dit, à Londres, qu'il y avait quelque chose de pas net dans cette organisation. Mais qu'est-ce qui était louche dans l'affaire? Le professeur Radbone? Le rameau d'olivier? Victoria avait du mal à croire que le professeur Radbone puisse être suspect. L'homme lui semblait faire partie de ces rêveurs qui voyaient le monde à travers le filtre de leur idéalisme, indépendamment de toute réalité. Qu'avait voulu dire Edward? Il était resté très vague. Le savait-il lui-même? Le professeur Radbone était-il un imposteur? Victoria, encore sous le charme de ses manières aimables, secoua la tête. L'attitude de son interlocuteur avait certes changé, encore que fort légèrement, lorsqu'elle avait évoqué la possibilité qu'il lui payât un salaire. À l'évidence, il préférait les gens qui travaillaient gratis. Mais cela, aux yeux de Victoria, c'était plutôt une preuve de bon sens. Mr. Greenholz, par exemple, n'aurait pas réagi autrement. Chapitre 12. Lorsque Victoria, les pieds en compote, atteignit enfin l'hôtel Tio, Marcus la héla avec enthousiasme. Ayant établi ses assises sur la terrasse gazonnée surplombant le fleuve, il discutait avec une sorte de grand échalas aux vêtements qui aurait eu besoin d'un coup de fer. « Miss Jones, vous venir prendre un verre avec nous? Martini? Sidecar? Ça, c'est Mr. Dakin, Miss Jones, qui débarquait d'Angleterre. Alors, très cher, qu'est-ce que je vous offrir?
Victoria opta pour le sidecar et quelques-unes de vos merveilleuses pistaches, suggéra-t-elle, avec espoir, se souvenant des vertus nutritives des amuse-gueules en tout genre. Vous aimez les pistaches. Jésus! Il lança un ordre rapide en arabe. Mr. Dakin fit connaître, d'une voix lasse, qu'il désirait une limonade. Voyons, s'exclama Marcus, mais c'est ridicule. Ah, voilà Mrs. Cardew Trench. Vous connaître Mr. Dakin, non? Qu'est-ce que vous prendre? Gin et citron vert, répliqua Mrs. Cardew Trench en saluant Dakin d'une petite inclinaison de tête condescendante. Vous êtes en sueur, enchaîna-t-elle à l'adresse de Victoria. J'ai fait un peu de tourisme en ville, expliqua Victoria. Dès que les boissons furent servies, Victoria engloutit une pleine assiété de pistaches et une poignée de pommes chips. Un petit homme courteau et qui bombait le torse en marchant apparut bientôt en haut des escaliers et Marcus, toujours bienveillant, lui cria de venir se joindre à eux. Il le présenta à Victoria comme le capitaine Crosby et, à la façon dont il la dévisagea d'un œil quelque peu exorbité, elle comprit qu'il n'était pas insensible au charme féminin. « Vous venez juste d'arriver ?» lui demanda-t-il. « Oui, hier. »« Il me semblait aussi que je ne vous avais jamais remarqué dans les parages. »« Elle est trop jolie et tout à fait charmante, n'est-ce pas ?» dit Marcus joyeusement. « Oh oui, c'est trop merveilleux d'avoir Miss Victoria avec nous. Je donnais fête en son honneur, une fête magnifique. »« Avec des coquelets ?» hasarda Victoria, pleine d'espoir. « Oui, et du foie gras de Strasbourg, et peut-être du caviar. Et puis, nous avoir du poisson, très bon, du poisson du Tigre, mais avec sauce et champignons. Et une dinde farcie, comme on la fait chez moi, avec du riz, des raisins et des épices, et cuite dans son jus. Oh, très bon. Et vous devoir manger gros morceaux de chaque, et pas seulement petite cuillère. Ou, si vous préférez, vous avoir un steak vraiment énorme et tendre, je vérifiais. Nous avoir long dîner qui durait 4 heures. C'est trop charmant. Moi, je ne pas manger. Je seulement boire. Ce serait fantastique, chevrota Victoria. La description de toutes ces viandes lui donnait des étourdissements tant elle avait faim. Elle se demandait si Marcus comptait vraiment donner cette fête et, dans l'affirmative, si c'était pour bientôt. « Je vous croyais parti pour Bassora, » dit Mrs. Cardew Trench à Crosby. « Je suis rentré hier, » répondit-il. Il leva les yeux vers le balcon. « C'est qui, ce traître de mélodrame? Cet énergumène habillé comme un clown et avec le grand chapeau? »« Ça, mon cher, c'est Sir Rupert Crofton Lee, » répondit Marcus. « Mr. Shrivenham nous l'avoir ramené hier soir de l'ambassade. C'est un homme vraiment charmant, un voyageur distingué. Il traversait le Sahara à dos de chameau et escaladait les montagnes. Ce genre de vie, c'est très inconfortable et très dangereux. Ça ne conviendrait pas du tout à Marcus. »« Ah, c'est ce type-là, » dit Crosby. « J'ai lu son bouquin. » J'étais dans l'avion avec lui, crut bon de placer Victoria. Les 2 hommes, du moins lui sembla-t-il, l'observèrent avec intérêt. « Il est affreusement prétentieux, et il en fait des tonnes, » ajouta-t-elle avec réprobation. « J'ai connu une de ses tantes à Simla, » dit Mrs. Cardew Trench. « Ils sont tous comme ça, dans la famille. Intelligents comme personne, mais m'as-tu vu comme pas deux. » Il est resté assis là toute la matinée sans rien faire, renchérit Victoria, d'un ton toujours aussi désapprobateur. « C'est son estomac, » expliqua Marcus. « Aujourd'hui, il ne rien pouvoir manger. Triste, triste. »« Marcus, » sourit Mrs. Cardew Trench, « je ne comprends pas pourquoi vous êtes aussi gros alors que vous ne mangez jamais rien. »« C'est la boisson, » soupira profondément Marcus. « Je bois beaucoup trop. Ce soir, ma sœur et son mari venirent me voir. Je bois encore jusqu'à demain matin. » Il soupira d'air chef, puis laissa entendre son habituel barrissement. « Jésus, Jésus, la même chose !»« Pas pour moi, » s'empressa de décréter Victoria. Mr. Dakin refusa lui aussi. Il termina sa limonade, puis s'éloigna d'un pas tranquille, tandis que Crosby regagnait également sa chambre. D'un léger coup d'ongle,
Mrs. Cardew Trench fit teinter le verre de Dakin. « Toujours la sempiternelle limonade ?» fit-elle remarquer. « C'est tellement mauvais signe, ça. » Victoria voulut savoir ce qui était mauvais signe et en quoi. « Qu'un homme ne boive que lorsqu'il est seul. »« Eh oui, très cher, » dit Marcus. « C'est être comme ça. »« Quand il est seul, il boit pour de bon ?» s'enquit Victoria. « C'est pour ça qu'il n'arrivera jamais à rien, » répondit Mrs. Cardew Trench. « Il vivote. Un point, c'est tout. »« Mais c'est d'être un homme charmant, » déclara le charitable Marcus. « Bof, » s'exclama Miss Cardew Trench. « C'est une chiffe molle. Pas de nerfs, aucune poigne, de la graine de raté. Un Anglais de plus qui rêve de conquérir le monde et qui abdique quand il se retrouve au Moyen-Orient. » Victoria remercia Marcus pour le verre et, en refusant de nouveau un autre, monta à sa chambre, se déchaussa et s'allongea sur son lit histoire de réfléchir sérieusement. Son capital, tombé à 3 livres et quelques, elle allait déjà devoir le verser à Marcus pour la pension, estimait-elle. Grâce à la générosité de celui-ci, et à condition d'être capable de se maintenir en vie en ne consommant que de l'alcool agrémenté de pistaches, d'olives et des pommes chips, elle était à même de résoudre le problème strictement alimentaire des prochains jours. Mais dans combien de temps Marcus lui présenterait-il sa note et combien de temps accepterait-il de lui faire crédit ? Elle n'en avait pas la moindre idée. Il ne devait pas être homme à négliger ses affaires. Bien sûr, elle aurait dû choisir un hôtel meilleur marché. Mais comment trouver un endroit où aller ? Elle aurait dû aussi chercher du travail, et vite. Mais où s'adressait-on pour ce faire ? Et quel genre de travail ? Auprès de qui se renseigner ? Être jetée, pratiquement sans le sou, dans une ville étrangère dont elle ne savait pas qui tirait les ficelles, représentait un sérieux handicap de départ. Eût-elle possédé une certaine connaissance du terrain, qu'elle se serait, comme toujours par le passé, fait fort de tenir le coup. Quand Edward reviendrait-il de Bassora ? Peut-être, horreur, l'avait-il complètement oublié ? Pourquoi, au nom du ciel, s'était-elle précipitée à Bagdad comme la dernière des gourdes ? Qui était-il, cet Edward, après tout ? Que représentait-il ? Un joli garçon comme tant d'autres ? Un beau parleur au sourire engageant ? Et puis, bon sang de bonsoir, comment, oui, comment diable s'appelait-il ? Si elle avait su son nom de famille, elle lui aurait télégraphié. Mais non, elle ne connaissait pas davantage son adresse. Elle ne savait rien du tout. C'était ça, le chien-dent. C'était ça qui lui coupait bras et jambes. Et il n'y avait personne à qui elle pouvait demander conseil. Comment demander conseil à Marcus, qui était gentil, mais ne vous écoutait jamais ? À Mrs. Cardew Trench, qui avait des soupçons depuis le début. À Mrs. Hamilton Clipp, qui était partie pour Kirkuk. Quant au professeur Radbone, il ne pouvait en être question. Il fallait qu'elle trouve de l'argent, ou du travail. N'importe quel travail. Garder des enfants, coller des timbres dans un bureau, servir dans une gargote, sans quoi on allait l'expédier manu militari chez le consul, elle serait rapatriée en Angleterre et elle ne reverrait plus jamais Edward. Elle en était là de ses réflexions quand, brisée par le tragique de sa propre situation, elle s'endormit. Elle se réveilla quelques heures plus tard et, considérant que, quitte à être pendue, mieux valait que ce fût pour un bœuf que pour un œuf, elle descendit au restaurant et s'attaqua au menu dans son entier, qui offrait des portions généreuses. Quand elle eut terminé, elle se fit l'effet d'un boa constrictor, mais elle voyait la vie nettement plus en rose. Rien ne sert de continuer à se faire du mauvais sang, se raisonna-t-elle. Remettons les soucis à demain. D'ici là, il se passera peut-être quelque chose, ou alors j'aurai une idée, ou bien qui sait si Edward ne sera pas de retour. Avant de se mettre au lit, elle s'en fut faire quelques pas sur la terrasse, le long du fleuve. Les habitants de Bagdad, jugeant qu'un véritable hiver arctique régnait sur la ville, il n'y avait pas un chat dehors, à cette heure avancée, à l'exception d'un serveur de l'hôtel qui, penché sur la balustrade, contemplait l'eau. Il sursauta comme un coupable dès qu'il aperçut Victoria et s'empressa de disparaître par la porte de service. Pour Victoria, à peine débarquée d'Angleterre, la température nocturne évoquait une nuit d'été tout juste un peu fraîche,
et elle était ravie de contempler le tigre au clair de lune et d'admirer la rive opposée, tellement mystérieuse et exotique, avec son rideau de palmiers. « Après tout, je suis au moins arrivée jusqu'ici, » se dit-elle, son bel optimisme retrouvé. « Je dénicherai toujours un moyen quelconque de me dépatouiller. Quelque chose va forcément se produire. » Sur cette prise de position à la Micawber, elle alla se coucher tandis que le serveur se glissait de nouveau à l'extérieur et terminait d'attacher à la balustrade une corde à nœuds qui descendait jusqu'à la berge. Une autre silhouette sortit bientôt de l'obscurité et s'en vint le rejoindre. « Tout va bien ?» s'enquit Mr. Dakin à voix basse. « Oui, monsieur, rien de suspect à signaler. » Sa besogne terminée, Dakin s'enfonça dans l'ombre, troqua sa veste blanche de serveur contre son propre veston bleu à rayures tout fripées, gagna d'un pas tranquille l'extrémité de la terrasse et s'immobilisa, mince silhouette qui se découpait sur l'eau, à l'endroit où l'escalier montait de la rue en contrebas. Crosby sortit du bar et le rejoignit. « Les soirées commencent à se faire frisquettes, murmura-t-il. Je suppose que, comme vous arrivez de Téhéran, vous vous en rendez moins compte. » Ils restèrent un petit moment à fumer. Ils parlaient à voix basse, si bien que personne n'aurait pu surprendre leur conversation. Crosby demanda « Qui est cette fille ?»« La nièce de l'archéologue Pansfoot Jones, semble-t-il. »« Bah, elle est peut-être tout ce qu'il y a de blanc-bleu. Mais qu'elle soit arrivée par le même avion que Crofton Lee. »« Je suis de votre avis. Prudence est mère de sûreté, » dit Dakin. Les deux hommes fumèrent encore un moment en silence, puis Crosby reprit. « Vous croyez vraiment qu'il est prudent de transférer l'opération de l'ambassade à l'hôtel ? » ?»« Je crois, oui. »« Alors que tout était planifié là-bas, dans les moindres détails ? » ?»« À Bassora aussi, tout était planifié dans les moindres détails, et ça a mal tourné. »« Oh, je sais. Mohamed Salah Hassan a été empoisonné, au fait. »« Oui, ça devait arriver. » « A-t-on des raisons de penser qu'ils ont tenté un coup de main au consulat ? » ?»« Je pencherai assez pour cette version, oui. Il y a eu un peu de grabuge là-bas. Un type a sorti un revolver. Mais Richard Baker lui a sauté sur le paletot et l'a désarmé. »« Richard Baker, » murmura Dakin d'un ton pensif. « Vous le connaissez ? » Oui, je le connais. » Il y eut un silence, puis Dakin reprit. « L'improvisation, c'est sur elle que je compte. Si, pour reprendre votre expression, nous avons tout planifié, et que nos plans sont connus de l'adversaire, alors il lui est facile de prévenir le moindre de nos faits et gestes. Je doute énormément que Carmichael ait pu arriver jusqu'à l'ambassade, et quand bien même il y serait arrivé, il secoua la tête. Tandis qu'ici, il n'y a que vous, Crofton, Lee et moi, qui sommes au courant de ce qui se mijote. Mais ils ne vont pas tarder à savoir que Crofton Lee a quitté l'ambassade pour venir s'installer ici. Oh, bien sûr, c'est inévitable. Mais ne croyez-vous pas, Crosby, que toutes les manœuvres qu'ils tenteront pour contrer les fruits de nos improvisations, ils devront les improviser eux aussi ? Leurs opérations devront être repensées in extremis et réorganisées à la hâte. Et elles leur seront, pour ainsi dire, imposées par nous. Il n'est plus question ici de quelqu'un qui aurait été placé à l'hôtel Tio il y a 6 mois dans l'attente d'une intervention. Le Tio n'avait jusqu'à présent jamais fait partie du scénario. Jamais nous n'avions caressé l'idée d'utiliser le Tio pour point de rendez-vous. Il consulta sa montre. Je monte voir Crofton Lee. Lorsqu'il arriva devant chez Sir Rupert, Dakin leva la main, mais n'eut pas besoin de frapper à la porte. Celle-ci s'ouvrit silencieusement devant lui. Le voyageur n'avait laissé qu'une lampe de bureau allumée, près de laquelle il avait placé son fauteuil. En se rasseyant, il reposa doucement son petit automatique sur la table, à côté de lui. « Quelle nouvelle, Dakin ?» demanda-t-il. « Vous pensez qu'il va venir ?»« Je crois que oui, Rupert. » Dakin se tut un instant, avant d'ajouter. « Vous ne l'avez jamais rencontré ?» Crofton Lee secoua la tête. « Non. Et là, ce soir, je suis impatient de faire sa connaissance. Ce garçon doit avoir tous les courages. »« Oh oui, » répondit Dakin, de sa voix dépourvue d'émotion. « Tous, en effet. » Il paraissait quelque peu surpris que le fait méritât d'être rappelé. « Je ne parle pas seulement de son courage physique, » reprit Crofton Lee. « Pendant la guerre, il s'est battu comme un lion.
Il s'est conduit magnifiquement. Je fais allusion à son imagination, suggéra Dakin. Oui, avoir le cran de croire en quelque chose d'aussi improbable. De risquer sa vie pour prouver qu'une histoire invraisemblable ne l'est pas. Cela demande des qualités que nos jeunes gens d'aujourd'hui ne possèdent généralement guère. J'espère qu'il viendra. Je suis persuadé qu'il viendra, dit Mr. Dakin. Sir Rupert le foudroya du regard. Toutes vos dispositions sont prises. Crosby est sur le balcon. Et moi, je surveille l'escalier. Quand Carmichael arrivera chez vous, frappez contre le mur et je viendrai. Crofton Lee acquiesça d'un signe de tête. Dakin quitta la pièce sans bruit. Il prit à gauche et sortit sur le balcon dont il gagna le coin le plus éloigné. À cet endroit-là aussi une corde à nœuds descendait jusqu'au sol, dans l'ombre d'un eucalyptus et de quelques arbres de Judée. Dakin revint sur ses pas, repassa devant la porte de Crofton Lee et rentra dans sa chambre, qui était contiguë à celle du grand voyageur. Cette pièce avait une seconde porte qui donnait sur le couloir à l'arrière des chambres et s'ouvrait pratiquement en haut de l'escalier. Dakin l'entrebâilla et commença sa veille. 4 heures plus tard, une gouffa, une de ces embarcations primitives qui voguent sur le Tigre, descendit doucement le courant et vint s'échouer sur la rive boueuse en contrebas de l'hôtel Tio. Quelques instants après, une mince silhouette grimpa à la corde et s'accroupit dans les arbres de Judée. Chapitre 13. L'intention première de Victoria en se mettant au lit avait été de plonger aussitôt dans un sommeil réparateur qui lui permettrait en outre d'oublier ses soucis jusqu'au lendemain matin. Mais comme elle venait déjà de dormir une grande partie de l'après-midi, elle resta désespérément éveillée. De guerre lasse, elle ralluma, acheva la lecture d'un magazine commencé dans l'avion, reprisa ses bas, essaya les 2 paires que lui avait offertes Mrs. Clip, rédigea plusieurs demandes d'emploi, elle se renseignerait le lendemain pour savoir où les faire insérer, écrivit 3 ou 4 brouillons de lettres à Mrs. Hamilton Clip, dans chacun desquels elle exposait différentes péripéties imprévues, toutes plus ingénieuses les unes que les autres, faisant qu'elle était en panne à Bagdad, ébaucha 1 ou 2 télégrammes pour demander de l'aide à son seul parent encore vivant, vieil ours mal léché qui n'avait jamais secouru personne de sa vie, essaya une nouvelle coiffure et, enfin, avec un soudain bâillement, décida qu'elle avait désespérément sommeil et qu'elle pouvait se recoucher. Sans avoir le moins du monde prévenu, la porte de sa chambre s'ouvrit à cet instant précis. Un homme se glissa chez elle, referma à clé derrière lui et haleta d'une voix rauque. « Je vous en conjure, cachez-moi quelque part, vite !» Victoria avait toujours eu des réactions rapides. En un clin d'œil, elle avait noté la respiration difficile, la voix qui faiblissait, la façon dont la main de l'inconnu se crispait désespérément sur une vieille écharpe de tricot rouge qu'il pressait sur sa poitrine. Elle se leva immédiatement, prête pour l'aventure. Avec sa penderie, sa commode, sa table et sa coiffeuse française chichiteuse, la chambre en soi offrait peu d'endroits où se dissimuler. Le lit était presque aussi vaste qu'un lit à 2 places, et Victoria, se souvenant des parties de cache-cache de son enfance, ne fit ni une ni 2. « Vite !» souffla-t-elle. Elle ôta prestement les oreillers et souleva drap et couverture. L'homme s'allongea en travers de la tête de lit. Victoria rabattit alors les draps et la couverture sur lui, remit les oreillers en place et s'assit dans la ruelle. Presque aussitôt, des coups discrets mais insistants furent frappés à la porte. « Qui est là ?» cria Victoria de la voix de l'innocence arrachée au sommeil. « Je vous en prie, ouvrez !» répondit une voix d'homme dans le corridor. « Ouvrez, s'il vous plaît, c'est la police !» Victoria se dirigea vers la porte en enfilant sa robe de chambre. Ce faisant, elle aperçut sur le plancher l'écharpe rouge de l'inconnu, la ramassa et la glissa vivement dans l'un des tiroirs de la commode. Puis, elle déverrouilla la porte et jeta un coup d'œil inquiet à l'extérieur. Vêtu d'un costume mauve à rayures, un jeune homme aux cheveux noirs était planté sur le seuil. Derrière lui se tenait un policier en uniforme. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle en parvenant à chevrotter de manière fort convaincante. Le jeune homme lui adressa un large sourire et lui répondit dans un anglais raboteux. « Je suis désolé, mademoiselle, de vous déranger à heure pareille, mais nous avons un criminel qui s'est évadé.
Il est entré dans cet hôtel. Nous devons vérifier toutes les chambres. C'est un homme très dangereux. » « Oh, mon Dieu !» Victoria recula, ouvrant la porte en grand. « Entrez, je vous en prie, et voyez vous-même. C'est effrayant. Allez voir dans la salle de bain, je vous en conjure. Oh, et dans la penderie. Et est-ce que par hasard, ça ne vous dérangerait pas de regarder sous le lit? Il est peut-être resté caché là toute la soirée. » Leur inspection fut très rapide. « Non, il n'est pas ici, » conclut le jeune homme. « Vous êtes sûr qu'il n'est pas sous le lit? Oh, mais que je suis bête. Il n'a absolument pas pu rentrer. J'ai fermé la porte à clé quand je me suis couchée. »« Merci, mademoiselle, et bonsoir. » Le jeune homme s'inclina et se retira, suivi du policier en uniforme. Victoria les raccompagna jusqu'à la porte. « Je ferais mieux de refermer à clé, n'est-ce pas, pour être tranquille? »« Oui, ce serait préférable, certainement. Merci. » Victoria donna 2 tours de clé et resta quelques instants adossée au battant. Elle entendit les coups frappés à la chambre d'en face, puis quelqu'un qui leur ouvrait, un échange de quelques phrases où elle reconnut la voix rauque indignée de Mrs. Cardew Trench. La porte se referma, puis se rouvrit quelques minutes plus tard. Les pas des policiers s'éloignèrent dans le couloir. Les 2 hommes toquèrent ensuite à une autre porte plus éloignée. Victoria retourna vers son lit. Elle commençait à se dire qu'elle s'était probablement conduite de manière stupide. Parce qu'elle avait l'âme romanesque et que l'inconnu parlait sa langue, elle lui avait impulsivement offert son aide, alors qu'il y avait toutes les chances pour qu'il s'agisse d'un redoutable criminel. Se vouloir contre le chasseur et du côté du gibier vous a parfois des conséquences déplaisantes. « Bah, se dit-elle, de toute façon, me voilà maintenant jusqu'au cou dans la panade. » Arrivée près du lit, elle ne s'embarrassa pas de circonlocution. « Debout !» Rien ne bougea. Elle ajouta d'un ton catégorique, mais sans élever la voix. « Ils sont partis. Vous pouvez vous lever, maintenant. » Mais il n'y eut toujours aucun mouvement sous la légère bosse qui soulevait les oreillers. D'un geste impatient, Victoria les écarta. L'homme, plus jeune qu'elle ne l'avait pensé de prime abord, était resté dans la position même où elle l'avait laissé. Mais son visage avait pris une inquiétante couleur gris cendré, et ses paupières étaient closes. Puis, avec un haut-le-cœur, elle nota, pire encore, une tache d'un rouge éclatant qui imbibait lentement la couverture. « Oh non !» murmura-t-elle d'une voix presque implorante. « Oh non ! Non !» Alors, comme pour répondre à cette prière, le blessé ouvrit les yeux. Il la regarda fixement, comme quelqu'un qui contemple de très loin un objet qu'il n'est pas bien sûr de voir. Ses lèvres remuèrent, mais sa voix était si faible que Victoria l'entendit à peine. Elle se pencha sur lui. « Comment ?» Cette fois, elle entendit. L'homme parvint, non sans peine, à prononcer 2 mots. Qu'elle les ait correctement saisis ou non, rien n'était moins certain. Il lui paraissait tellement absurde, ces 2 mots, tellement dépourvus de signification. Ce qu'il avait dit, c'était « Lucifer, Bassora ». Ses paupières vacillèrent et se refermèrent sur son regard éperdu. Il marmonna encore quelque chose, un nom, et puis sa tête se renversa en arrière, et il ne bougea plus. Victoria se tenait raide comme la justice. Son cœur battait à se rompre. Ses sentiments oscillaient soudain entre la colère et une infinie pitié. Ce qu'il convenait de faire, désormais, elle n'en avait aucune idée. Il fallait qu'elle appelle quelqu'un, qu'elle obtienne que quelqu'un vienne. Elle était seule ici avec un cadavre, et tôt ou tard la police exigerait des explications. Alors qu'elle se torturait les méninges pour trouver une issue à la situation, elle entendit un petit bruit et se tourna vers la porte. La clé de sa chambre venait de tomber sur le plancher et, tandis qu'elle la regardait sans comprendre, la poignée se mit à bouger. La porte s'ouvrit et Mr. Dakin entra avant de refermer soigneusement derrière lui. « Beau travail, mon petit », commenta-t-il d'un ton égal. « Vous ne manquez pas de présence d'esprit. Comment va-t-il » Victoria répondit d'une voix entrecoupée. « Je crois qu'il est mort. » Elle vit le visage de son interlocuteur se modifier. Elle y surprit un éclair de colère.
et puis l'homme retrouva le calme qu'elle lui avait connu la veille. Mais maintenant, une expression bien différente avait remplacé son indécision et sa mollesse. Mr. Dakin se pencha sur le mort et ouvrit précautionneusement sa tunique en loques. « Un coup de poignard en plein cœur, » dit-il en se redressant. « C'était un garçon courageux et intelligent. » Victoria retrouva sa voix. « Des policiers sont venus. Ils ont dit que c'était un criminel. C'est vrai ? » ?»« Non, ce n'était pas un criminel. »« Et les deux hommes, c'était vraiment des policiers ? » ?»« Je n'en sais rien, » répondit Dakin. « C'est possible. Ça ne change rien à l'affaire. » Puis il demanda. « Est-ce qu'il a dit quelque chose avant de mourir ? » ?»« Oui. »« Et c'était quoi ? » ?»« Il a dit Lucifer, et puis Bassora. Et ensuite il a marmonné un nom qui m'a paru français, mais j'ai peut-être mal entendu. »« Qu'est-ce que vous avez entendu ? » ?»« Je crois bien qu'il s'agissait de Le Farge. »« Le Farge, » répéta Dakin, songeur. « Qu'est-ce que ça signifie, tout ça ? » demanda Victoria, avant d'ajouter, au bord du désarroi. « Et moi ? Qu'est-ce que je vais faire, maintenant ? » « Nous ferons notre possible pour vous tirer de ce mauvais pas, » répondit Dakin. « Quant à ce que ça signifie, je reviendrai vous en parler tout à l'heure. Mais la première chose à faire, c'est de mettre la main sur Marcus. Nous sommes dans son hôtel, et Marcus est bourré de bon sens, ce dont on ne se rend pas toujours compte en discutant avec lui. Je vais aller le chercher. Il ne doit pas encore être couché. Il n'est que 1h30 du matin. Il se met rarement au lit avant 2h. Mais arrangez-vous un peu avant que je le ramène ici. Marcus est très sensible aux jeunes beautés en détresse. » Il s'éclipsa. Comme en un rêve, Victoria s'installa à sa table de toilette, se passa un coup de peigne, se maquilla pour conférer à son visage la pâleur qui convenait, puis, quand elle entendit des pas approcher, elle se pâma dans un fauteuil. Dakin entra sans frapper. Derrière lui, elle aperçut l'imposante masse de Marcus Tio. Pour une fois, Marcus était sérieux. Il avait perdu son éternel sourire. « Écoutez, Marcus, » dit Dakin, « il faut que vous nous donniez un coup de main. Ça a été un choc terrible pour cette malheureuse gamine. Ce lascar a fait irruption chez elle, a eu une syncope. Elle a eu pitié de lui et l'a caché à la police. Et maintenant, il est mort. Elle n'aurait sans doute pas dû faire ce qu'elle a fait, mais les filles ont le cœur tendre. »« Bien sûr, elle n'a pas aimé la police, » dit Marcus. « Personne aimait la police. Même moi, je pas aimé la police. Mais je toujours resté en bon terme avec elle à cause de mon hôtel. Vous vouloir que je leur graisse la patte ? Nous voulons simplement embarquer le corps sans attirer l'attention. C'est trop charmant de votre part, mon cher. Moi non plus. Je ne pas vouloir d'un cadavre dans mon hôtel. Mais, comme vous l'avoir dit, ce n'être pas facile. Je crois que c'est quand même faisable, corrigea Dakin. Vous avez un médecin dans votre famille, n'est-ce pas ? Oui, Paul, le mari de ma sœur. C'est un garçon tout à fait charmant, mais je ne vouloir pas lui attirer des ennuis. Il n'en aura pas, assura Dakin. Écoutez, Marcus, on va commencer par transférer le corps de la chambre de Miss Jones à la mienne, ce qui mettra cette petite hors du coup. Ensuite, j'utilise votre téléphone. D'ici 10 minutes, un garçon se pointe dans la rue et pénètre dans l'hôtel en chancelant. Il est ivre et avance en se tenant le côté. Il brame mon nom à tous les échos. Il titube jusqu'à ma chambre et, là, il s'écroule. Je sors de chez moi, je vous appelle et je réclame un médecin. Vous m'expédiez votre beau-frère, il fait venir une ambulance et il repart avec, en emmenant mon ami Soul, lequel meurt avant d'arriver à l'hôpital. Il avait reçu un coup de couteau. Pour vous, c'est réglé, puisque le type avait été poignardé dans la rue avant d'entrer dans l'hôtel. Mon beau-frère emportait le cadavre, et le jeune homme qui joue les ivrognes, il s'en allait tranquillement sur ses pieds demain matin. C'est ça ? C'est l'idée. Et on ne pas trouver de mort dans mon hôtel. Et Miss Jones n'avoir aucun ennui. Je crois, très cher, que c'est vraiment une idée excellente. Bien, alors, si vous vous assurez que la voie est libre, je vais transporter le corps jusqu'à ma chambre. Vos garçons traînent dans les couloirs la moitié de la nuit. Filez dans votre appartement et faites du ramdam. Occupez-les tous en les envoyant vous chercher des tas de choses. Marcus acquiesça d'un signe de tête et quitta la pièce.
Vous avez l'air d'une fille costaud, dit alors Dakin à Victoria. Vous croyez que vous pouvez m'aider à le porter jusque chez moi? Victoria acquiesça. À eux deux, ils soulevèrent le cadavre encore flasque, le transportèrent tout au long du couloir désert. Dans le lointain, on entendait vociférer Marcus, et le déposèrent sur le lit de Dakin. « Vous avez une paire de ciseaux ?» interrogea Dakin. « Alors vous couperez le haut du protège-matelas, là où il est taché de sang. Je ne crois pas que le matelas lui-même soit touché. C'est sa vareuse qui a absorbé presque tout le sang. Je viens vous retrouver dans 1 heure environ. Et attendez 1 minute. Buvez donc une gorgée de cette flasque. » Victoria s'exécuta. « Très bien, » sourit Dakin. « Maintenant, regagnez votre chambre. Faites ce que je vous ai demandé, puis éteignez la lumière. Comme je vous l'ai dit, je serai là, à peu près dans 1 heure. » « Et vous m'expliquerez la signification de tout ça ?» Il la dévisagea longuement et avec un drôle d'air, mais il ne répondit pas à sa question. Chapitre 14. Étendue sur son lit dans le noir, Victoria était demeurée aux aguets. Elle entendit bientôt une bruyante altercation d'ivrognes, puis une voix avinée qui clamait à la cantonade. « Je me suis dit comme ça que j'aurais intérêt à passer te voir, mon pote. Je sors d'une bagarre maousse avec un mec dans la rue. » Ensuite, il y eut des sonneries, et encore des éclats de voix, et un remue-ménage insensé, et enfin un long silence, troublé seulement par un phonographe qui, quelque part dans une chambre, jouait de la musique arabe. Quand il lui sembla que des heures s'étaient écoulées, elle entendit sa porte s'ouvrir doucement. Elle s'assit alors dans son lit et alluma sa lampe de chevet. « Parfait », approuva Dakin. Il tira une chaise et s'assit à la tête du lit. Puis il étudia longuement la jeune femme sans proférer un mot, à la manière du spécialiste qui réserve encore son diagnostic. « Vous me dites ce que signifie tout cela ?» demanda Victoria. « Si vous me parliez d'abord un peu de vous, » éluda Dakin. « Qu'êtes-vous venu faire à Bagdad ?» Étaient-ce les événements de la nuit ou quelque chose dans la personnalité de son interlocuteur ? Plus tard, Victoria opta pour cette dernière hypothèse. Toujours est-il que, pour une fois, elle ne se lança pas dans des élucubrations mirifiques pour justifier sa présence à Bagdad. Au contraire, elle lui raconta tout avec franchise et simplicité. Sa rencontre avec Edward, sa décision de se rendre à Bagdad coûte que coûte, le miracle de la proposition de Mrs. Hamilton Clipp, sa détresse financière à son arrivée. « Je vois », murmura Dakin quand elle eut terminé. Il resta un long moment silencieux avant de se décider à parler. « J'aurais sans doute préféré vous tenir à l'écart de cette affaire. Encore que je n'en jurerais pas. Mais le fait est que ce n'est plus possible. Que ça me plaise ou non, vous y êtes bel et bien mêlé. Et dans ces conditions, autant vous demander de travailler pour moi. » Victoria se redressa dans son lit, les joues roses d'excitation. « Vous avez un emploi à me proposer ?»« Ça se pourrait. Mais pas le genre d'emploi auquel vous pensez. Il s'agit de quelque chose de sérieux, Victoria. Et de dangereux. »« Oh, alors là, pas de problème, » répliqua-t-elle joyeusement. Puis, d'une toute petite voix, « Ce n'est pas un travail malhonnête, n'est-ce pas ? Parce que, même si je mens comme un arracheur de dents, il n'est pas question que je devienne une fripouille. » Dakin eut un léger sourire. « Croyez-le ou non, c'est précisément votre faculté de débiter un mensonge convaincant à la minute qui vous qualifie pour ce travail. Non, il n'y a rien d'illégal dans tout ça. Au contraire, si je vous recrute, c'est pour défendre l'ordre et la loi. Laissez-moi vous brosser un tableau d'ensemble. Oh, rien que des généralités, mais qui vous permettront de comprendre ce que vous pourrez faire et quel danger au juste vous risquez de courir. Comme vous me semblez une jeune personne douée de sens commun, j'imagine que vous n'avez jamais réfléchi outre mesure aux grands problèmes de la politique internationale. Et c'est fort bien ainsi, car, comme Hamlet l'a très judicieusement fait remarquer, rien en soi n'est bon ni mauvais. « Je sais que tout le monde dit que nous aurons une autre guerre un de ces 4 matins, » murmura Victoria. « Très juste, » acquiesça Dakin. « Et pourquoi tout le monde le dit-il, Victoria ?» Elle plissa le front. « Eh bien, parce que l'URSS, les communistes, les États-Unis... »« Stop !» la reprit Dakin. « Ce que vous exprimez là,
ce n'est pas votre opinion personnelle. Le vocabulaire que vous employez, ce n'est pas non plus le vôtre. Vous avez lu tout ça dans des journaux, ou vous l'avez entendu au hasard des conversations ou à la radio. Mais ce que vous dites est néanmoins assez proche de la réalité. Deux idéologies opposées dominent en partie le monde. Elles sont schématiquement représentées dans l'esprit du public par la Russie et les communistes d'un côté et les États-Unis de l'autre. Ceci posé, notre seul espoir pour l'avenir, Victoria, réside non pas dans la destruction et le chaos, mais bien au contraire dans la paix, dans la productivité et dans les activités constructives. Tout dépend donc des tenants de ces deux points de vue contradictoires, de leur capacité à gérer leurs différences et à se contenter d'intervenir dans leurs sphères d'influence respectives, voire à trouver une base d'entente mutuelle ou, à tout le moins, à se supporter. Pourtant, c'est le contraire qui se produit. Le coin s'enfonce chaque jour un peu plus afin de creuser toujours davantage le gouffre d'incompréhension qui sépare ces deux groupes antagonistes. Certains faits ont d'ailleurs amené une poignée d'hommes de bonne volonté à croire que ces opérations de sabotage étaient montées par une troisième puissance ou par des individus agissant en sous-main et jusqu'à présent absolument ignorés par le reste du monde. C'est ainsi, en effet, que chaque fois qu'un accord est en vue, que chaque fois qu'on note une diminution de la suspicion réciproque, un incident survient qui replonge l'un ou l'autre camp dans la méfiance, si ce n'est dans la crainte hystérique de l'apocalypse. Or, ces incidents-là, Victoria, ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont créés de toutes pièces pour produire l'effet recherché. Mais qu'est-ce qui vous permet de croire ça? Et qui peut faire une chose pareille? C'est, entre autres, une question d'ordre pécuniaire qui nous a mis la puce à l'oreille. Car l'argent, ici, voyez-vous, provient de sources anormales. L'argent, Victoria, c'est ce qui coule dans les veines du monde que nous vivons. Un médecin prend votre pouls pour se faire une idée de votre état de santé. De même, l'argent est l'élément vital qui nourrit toutes les grandes causes, tous les grands mouvements planétaires. Sans lui, rien ne se passe. Dans le cas qui nous occupe, des sommes très importantes sont en jeu. Et bien que tout soit intelligemment et efficacement camouflé, leur origine et leur destination sont suspectes. Des grèves sauvages, diverses menaces sur des pays européens qui montrent des signes de relèvement économique sont censées être mises en œuvre par les communistes défendant les droits des travailleurs. Et, par ricochet, une peur croissante du communisme, une panique presque hystérique, déferle sur les États-Unis et sur leurs alliés. Seulement, les fonds qui ont permis de telles actions ne viennent en réalité pas des communistes. Lorsqu'on cherche à en retracer l'origine, on découvre qu'ils émanent de sources bien étranges et bien incongrues. Ce n'est pas de l'argent capitaliste, encore qu'il soit passé entre des mains capitalistes. Et il y a autre chose. Des sommes considérables semblent totalement disparaître de la circulation, comme si, pour prendre un exemple tout simple, vous dépensiez votre salaire chaque semaine pour acheter certains objets, des bracelets, des tables ou des chaises, et qu'ensuite vos achats s'évanouissaient en fumée. Partout dans le monde, il y a eu de très importantes transactions sur des diamants et autres pierres précieuses. Or, après avoir changé de main une douzaine de fois ou plus, ces pierres se sont finalement perdues dans la nature sans laisser de traces. Bien entendu, je schématise. En gros, il existe quelque part un troisième bloc, aux intentions encore obscures, qui est responsable des haines et des incompréhensions entre les peuples et qui dissimule adroitement des transactions en argent et en pierres précieuses. Nous avons de bonnes raisons de penser que ce groupe possède, dans tous les pays, des agents dont certains y sont implantés de longue date. Les uns occupent des positions très élevées, des postes de responsabilité. D'autres jouent un rôle plus modeste, mais tous poursuivent un même but que nous ne connaissons pas encore. Ces gens forment une sorte de 5e colonne, un peu comme au début de la Deuxième Guerre, sauf que cette fois, ils agissent à l'échelle planétaire. « Mais qui sont ces gens ?» demanda Victoria. « Ils n'ont pas, croyons-nous, de nationalité particulière. Ce qu'ils veulent, je le crains, c'est le bien-être du genre humain. L'illusion que, par la force, on peut imposer un âge d'or à l'humanité,
est l'une des plus dangereuses qui soient. Les aigres fins de tout poil, qui ne veulent que se remplir les poches, ne sont guère nuisibles. La cupidité sécrète son propre antidote. Mais la croyance en une caste supérieure, la croyance en des surhommes destinés à prendre la tête du troupeau des homoncules décadents, celle-là, Victoria, c'est la pire de toutes. Car lorsque vous vous décrétez différent des autres, voire supérieur à eux, vous vous privez du coup des deux plus belles qualités de l'être humain, l'humilité et la fraternité. Il toussota. Mais je ne veux pas vous imposer un sermon. Laissez-moi seulement vous expliquer ce dont nous sommes sûrs. Ces gens agissent à partir de divers centres. Il y en a un en Argentine, un au Canada, et très probablement un ou plus aux États-Unis. Et un autre encore en URSS, j'imagine, même si nous n'en sommes pas sûrs. Et venons-en maintenant à un phénomène non dépourvu d'intérêt. Ces 2 dernières années, une trentaine de jeunes savants prometteurs, de nationalités diverses, se sont discrètement évanouis dans la nature. Même phénomène avec des ingénieurs mécaniciens, des aviateurs, des électriciens et divers autres techniciens. Ces disparitions ont un point commun. Tous ces gens étaient jeunes, ambitieux et sans famille proche. Et il doit y en avoir beaucoup d'autres, dont nous n'avons pas entendu parler. Or, nous commençons à avoir quelques idées sur ce qu'ils peuvent bien fabriquer. Sourcils froncés, Victoria écoutait avec une attention passionnée. Vous pourriez m'objecter que, de nos jours, il n'est plus possible que quelque chose se passe dans un pays sans que le reste du monde en soit immédiatement averti. Et là, je ne fais pas allusion, bien sûr, aux activités clandestines. Celles-là sont universelles. Non, je vous parle infrastructure moderne, production à grande échelle. Et pourtant, il existe encore, sur notre planète, des recoins sauvages, éloignés des grandes voies de communication, protégés par des montagnes ou des déserts, ou encore habités par des populations hostiles qui en interdisent l'accès aux étrangers et n'accordent un droit de visite qu'à des voyageurs solitaires et à titre exceptionnel. Il pourrait se manigancer en ces lieux des choses dont le reste du monde ne saurait jamais rien, ou dont il ne percevrait que l'écho de vagues rumeurs que nul ne songerait à prendre au sérieux. Il est un de ces repères, dont je ne donnerai pas le nom, que l'on peut atteindre par la Chine. Et notez au passage que personne, déjà, ne sait ce qui se trame au cœur de la Chine. On peut s'y introduire en outre par l'Himalaya, mais un tel voyage, pour un non-initié, est long et difficile. Le matériel et le personnel, expédiés de tous les coins du globe, arrivent en ce lieu après avoir été détournés de leur destination avouée. Je passe sur les détails de l'organisation de ce trafic. Un homme s'était intéressé à une piste prometteuse. C'était un être exceptionnel qui avait des amis et des contacts dans tout le Moyen-Orient. Né à Kashgar, il parlait une infinité de langues et de dialectes locaux. Il avait subodoré l'existence de cette piste, et il avait creusé la question. Et ce qu'il avait appris, alors, était si incroyable que, lorsqu'il était revenu dans le monde civilisé, personne ne l'avait cru. Comme il avait admis avoir souffert des fièvres au cours de son périple, on avait considéré qu'il délirait. 2 personnes seulement avaient pris son histoire au sérieux. La première, c'était moi. Je ne refuse jamais d'accorder crédit aux choses impossibles, car elles sont souvent vraies. L'autre, il hésita. « Oui », fit Victoria. L'autre, c'était Sir Rupert Crofton Lee, grand voyageur devant l'Éternel, qui avait lui-même visité ces régions perdues et qui savait ce qu'elles pouvaient receler. Carmichael, c'était le nom de notre homme, décida donc d'aller constater la chose de ses propres yeux. C'était une expédition suicidaire, mais il était plus qualifié que quiconque pour réussir dans une telle entreprise. Cela se passait il y a 9 mois. Nous n'avons eu de ses nouvelles que ces dernières semaines. Il était vivant et il avait trouvé ce qu'il était parti chercher là-bas, la preuve définitive. Mais les autres l'avaient repéré. Il était vital pour eux de l'empêcher de revenir avec la preuve en question. C'est alors que nous avons découvert combien notre système était infiltré par leurs agents. Même dans mes services, il y a eu des fuites. Et certaines d'entre elles, que le Dieu nous protège, se sont produites à un très haut niveau,
Ils ont surveillé toutes les frontières. Des innocents ont été sacrifiés, qu'ils ont pris pour Carmichael. Ces gens n'attachent guère de prix à la vie humaine. Pourtant, notre homme s'est débrouillé pour passer à travers les mailles du filet sans une égratignure. Jusqu'à ce soir. C'était lui ? Oui, mon petit, un garçon courageux et indomptable. Et les preuves, ils les ont récupérées ? L'ombre d'un sourire passa sur le visage las de Dakin. Je ne crois pas. Non, connaissant Carmichael, je serais prêt à mettre ma tête à couper qu'il ne leur a pas laissé cette chance. Seulement, il est mort, sans avoir réussi à nous dire où elles sont et comment les récupérer. Je suis persuadé qu'il a essayé, au moment de mourir, de dire quelque chose qui nous mettrait sur la voie. Il répéta lentement. Lucifer, Bassora, le Farge. Il s'est rendu à Bassora, où il a tenté de faire son rapport au consulat et n'a manqué que de peu s'y faire abattre d'un coup de feu. Peut-être a-t-il laissé ses preuves quelque part à Bassora. Ce que je veux que vous fassiez, Victoria, c'est que vous alliez là-bas pour essayer de les trouver. Moi ? Oui, vous n'avez aucune expérience, vous ne savez pas ce que vous cherchez. Mais vous avez entendu les derniers mots de Carmichael et, quand vous serez là-bas, ils vous suggéreront peut-être quelque chose. Qui sait ? Vous pourriez bénéficier du proverbial coup de veine des débutants. J'adorerais aller à Bassora, s'exclama Victoria, folle de joie. Dakin sourit. Ça vous convient parce que votre coquin y est, hein ? Parfait. Ça aussi, c'est de l'excellent camouflage. Pas de meilleur camouflage qu'une vraie histoire d'amour. Vous filez donc à Bassora et vous ouvrez grand vos yeux et vos oreilles. Je n'ai aucune instruction particulière à vous donner. En fait, ça vaut sans doute beaucoup mieux. Vous me paraissez pleine d'ingéniosité. Ce que peuvent bien signifier les mots Lucifer et le Farge, si tant est que vous les ayez correctement saisis, je n'en ai pas la moindre idée. J'aurais tendance à croire, comme vous, que le Farge est un nom propre. Cherchez dans cette voie. Mais comment faire pour me rendre à Bassora ? Questionna Victoria, toujours éminemment pratique. Et avec quel argent ? Dakin sortit son portefeuille et lui tendit une liasse de billets. Pour l'argent, ceci devrait vous suffire. Quant aux modalités du voyage, allez donc demain matin en toucher 2 mots à cette vieille chouette de Mrs. Cardew Trench. Dites-lui que vous tenez à visiter Bassora avant de rejoindre cette équipe de fouilles avec laquelle vous avez inventé que vous alliez travailler. Demandez-lui de vous indiquer un hôtel. Elle vous répondra du tac au tac que vous devez absolument loger au consulat britannique et elle enverra un télégramme à Mrs. Clayton. C'est probablement là que vous dénicherez votre Edward. Les Clayton tiennent table ouverte. Quiconque passe par Bassora séjourne chez eux. À part ça, je ne peux vous donner qu'un conseil. S'il vous arrive quoi que ce soit de déplaisant, si on vous demande ce que vous savez et pour le compte de qui vous travaillez, ne donnez surtout pas dans l'héroïsme. Crachez immédiatement le morceau. Merci beaucoup, dit Victoria avec reconnaissance. D'autant que j'ai une frousse abominable de la douleur, et que si ces gens s'avisaient de me torturer, je n'aurais jamais pu vous garantir de tenir le coup. Ils ne se donneront pas la peine de vous torturer, rétorqua Mr. Dakin. À moins que vous ne tombiez sur un sadique. La torture, c'est très vieux jeu. Une piqûre de rien du tout, et vous répondez avec sincérité à toutes les questions sans même vous en rendre compte. Nous vivons une ère scientifique. C'est pourquoi je ne tiens pas à ce que vous laissiez aller à de magnifiques idées de secret. De toute façon, vous ne leur raconterez rien qu'ils ne sachent déjà. Après les événements de ce soir, ils seront au courant. Pour moi, c'est forcé. Et pour Sir Rupert Crofton Lee. Et qu'est-ce que je fais avec Edward ? Je le mets dans la confidence ? Je vous laisse le soin d'en décider. En principe, vous êtes censé ne rien confier de vos activités à qui que ce soit. Mais dans la pratique... Ses sourcils grimpèrent d'un cran. Le seul problème, c'est que vous risquez de mettre sa vie en danger. C'est un aspect non négligeable de la question. Mais il a de bons états de service dans la RAF, d'après ce que j'ai compris. J'imagine que le danger ne lui fait pas peur. Souvent, 2 têtes valent mieux qu'une. Ainsi, il pense qu'il y a quelque chose de louche avec ce rameau d'olivier où il travaille. C'est intéressant. Ça. Très intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est notre impression à nous aussi, répondit-il. Puis il ajouta. Juste 2 derniers conseils et je vous laisse. Primo,
Si toutefois vous ne m'en voulez pas de vous dire ça, évitez de vous lancer dans trop de mensonges à la fois. Plus vous en dites, et plus il devient difficile de s'en souvenir et de vivre avec. Je sais que vous êtes une virtuose du genre, mais tenez-vous-en aux mensonges simples. Tel est mon avis. Je m'en souviendrai, assura Victoria avec l'humilité qui convenait. Et le second conseil ? Ayez toujours une oreille qui traîne. Et si vous entendez mentionner une jeune femme du nom d'Anna Schelle, ouvrez les deux en grand. Qui est-ce ? Nous ne savons pas grand-chose à son sujet. Et il nous serait fort utile d'en savoir un peu plus.